Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Brain and Bullshit. Je suis aujourd'hui, comme d'habitude, avec Xerius Mogi et on a un gros sujet qui arrive puisqu'on va parler des agences. Et pourquoi, même si on les aime beaucoup et on travaille avec de nombreuses agences, d'ailleurs, Xerius, foncièrement, tu es une agence, et pourquoi pourtant c'est une mauvaise idée pour 99% des gens et vous allez vous retrouver avec des agences de merde. Est-ce que j'ai bien défini le sujet? Comment tu vas? Ouais, ça va, merci. Effectivement, directement, tu commences en rentrant dans Je le m'é- lard. je m'échauffe. En vrai, c'est un sujet ultra important aujourd'hui. Et ce qui est bien dans ce sujet, c'est que je suis une agence, donc je vais pouvoir défendre le point de vue des agences. Et Jérémy travaille avec des agences. Et donc, il a de son côté, genre, le point de vue de quelqu'un qui travaille avec des agences. Donc, on va pouvoir bien débattre sur ça. Non, mais on en a foutu une cinquantaine dehors à coups de pompe dans les fesses avant de trouver celles qui étaient bien et qui ont travaillé aujourd'hui. Et une fois que tu as dit ça, tu as tout dit. Écoute, moi, je vais poser le cadre. Si tu veux, moi, la réponse à tout ça, je peux la donner en 10 secondes. Vas-y. Les agences qui font de l'e-com sont pas adaptées aux infopreneurs coach. Ils y pompent rien. OK? On en a testé plein. Les petites agences, sauf si vous avez un coup de chance, ne sont pas qualifiées pour gérer ce qu'on gère. Donc, il reste le tout petit croisement d'agences assez grosses pour avoir assez d'expérience et assez de compétences, dans des budgets que vous pouvez vous payer et qui n'ont pas une liste d'attente longue comme le bras. Parce que typiquement, quand on veut travailler avec ton agence, là, actuellement, je ne sais pas combien de temps elle est à liste d'attente, mais il va falloir attendre un moment, quoi. Et en fait, ça fait que si vous êtes petit, vous n'avez pas les moyens. Donc en fait, les gens qui vous disent oui, c'est des chèvres. Et même si vous êtes gros, vous avez quand même une chance sur deux de tomber sur des agences qui ne sont pas qualifiées parce que les autres, elles ne sont pas disponibles. C'est pour ça qu'il faut apprendre à faire soi, faire tourner, faire des tests, comprendre et tout. Et ensuite, tu donnes à une agence qui améliore, optimise, fait tourner, etc. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, alors, sur pas mal de choses, et j'ai des choses à rajouter aussi. Donc, tu as commencé par parler des agences qui font de l'e-com et qui ne sont pas qualifiées. Sur ça, j'ai un exemple. Hier, je travaillais avec une agence pour un partenaire. Et du coup, on parlait des ads. Et en fait, cette agence est spécialisée dans les publicités en ligne, dans l'e-commerce. Et aujourd'hui, elle travaille pour un partenaire commun qui vend du coup qui vend du service, du coaching en ligne avec une offre high ticket à plus de 5 000 euros. Du coup, en fait, en discutant, on s'est retrouvé face à une situation un peu délicate dans le sens où la personne est habituée en fait à prendre des décisions sur des cycles de vente courts, c'est-à-dire des achats compulsifs, et donc piloter les ads en fonction de est-ce que c'est rentable à 7 jours ou pas. Alors que dans un cycle de vente plus long, avec une offre à étiquette, bah, parfois, en fait, on peut avoir une ads qui nous met des coûts par lead ultra élevés, des coûts par appel ultra élevés, et on a tendance à vouloir couper cette publicité, alors que ça se trouve, dans 3 mois, elle est rentable, tu vois. Et donc, finalement, en fait, la personne n'est pas câblée pour piloter un business de coaching, parce qu'elle ne sait pas comment penser, et est câblée pour piloter de l'e-commerce, ce qui n'est pas du tout la même manière de faire. Ce qui fait que, en fait, si tu prends une bonne agence qui est spécialisée dans l'e-commerce ou qui est très forte là-dedans, elle sera peut-être pas forte dans ton domaine. Donc oui, je suis d'accord sur ce point-là. Dis-moi si j'ai bien compris ce que tu veux dire. Les gens qui sont habitués à faire de l'e-com, un peu comme nos clients, entre guillemets, débutants dans le scaling, quand ils arrivent dans le mastermind, ils nous disent, ouais, j'ai dépensé 50 euros, ça marche pas. Non, mais t'as eu combien de leads? 20. Ok, t'as eu combien de calls? 10. Et t'as fait des ventes? Je sais pas encore, j'ai pas eu les calls. Pour l'instant, ça marche en fait, hein. De toute façon, ton coût d'acquisition d'un client en pub, il est censé être de 500 euros à 1000 euros grand minimum. C'est pas avec 50 euros que tu as des données significatives. Donc, si toi, tu es habitué à avoir une récompense immédiate de dopamine, tu claques 13 euros, tu as une vente de collier lumineux, ouais, forcément, ça te fait tout drôle quand là, il faut spend 1000 euros pour avoir un client, quoi. Ouais, c'est exactement. Tu as bien imagé le truc avec cet exemple. C'est pas du tout la même mécanique de pensée. C'est pas du tout la même gestion émotionnelle. C'est pas du tout le même pilotage. Donc, si tu penses de la même manière, là où tu vas scaler un compte e-commerce et tu vas avoir des résultats extraordinaires, tu vas plomber un entrepreneur
qui veut se lancer des ads pour Je scaler son offre me, étiquette. je me souviens de gens qui sont dans le même métier que nous, et avec qui on avait discuté il y a quelques temps. C'était il y a 2 ans, je sais plus. Et je me souviens, on arrive vraiment dans un call, et on me dit on a un problème de scaling des ads. On convertissait alors à 180 jours, je crois. Et en fait, on ne pouvait pas monter le budget sans se faire coincer en termes de BFR, besoin en fonds de roulement, par un effet ciseau. À savoir, on encaissait tellement de part par rapport à quand est-ce qu'on sortait l'argent qu'il y avait un vrai problème de gestion de trésorerie de flux, quoi. Et les personnes nous disent, mais vous gagnez combien? Je crois qu'à l'époque, on faisait 80 000, je crois, un truc comme ça, tu vois. Et vous dépensez combien? On devait dépenser entre 5 et 10 000. Je fais, bah, vous êtes rentable, alors vous faites x8, il faut dépenser plus. Oui, mais quand on dépense de l'argent aujourd'hui, il sera rentabilisé dans 6 mois. Ah non, ça, on ne regarde pas. Faudrait regarder quand même, hein. Moi, ça m'a fait très peur, hein. Et en fait, avec les années, on a appris à gérer cette gestion du flux de trésorerie. On a trouvé des façons de sortir le cash moins vite, mais on a trouvé des façons de le rentrer plus vite. Et ce qui fait qu'on se mange plus cet effet ciseau. Mais la plupart des gens, en fait, savent pas dépenser de l'argent en ads pour du high ticket. Et la plupart des agences sont pas qualifiées, tu vois. Encore à Brignoles, récemment, on parlait avec Nina. J'y pense là parce qu'on aura fait une vidéo là-dessus et elle sort le jour où nous on enregistre là. Et je discute avec elle et elle me dit j'ai un problème de funnel, de VSL, tout son business, il faut l'améliorer. Je fais attends, tu dépenses combien? 3 000. Et tu gagnes combien? Entre 40 et 80. Dépense plus. Et ça, les gens ils ont du mal à le comprendre. Les agences y compris. Ouais, les agences y compris. Ouais, les agences y compris. Mais c'est drôle parce qu'au final, si l'agence arrive avec. Enfin, si l'agence commence le travail avec un entrepreneur, mais qu'elle ne s'y connaît pas, elle va commencer à mettre des mauvaises attentes, tu vois. Et l'entrepreneur, genre, il va être guidé dans la mauvaise direction, il va avoir un mauvais mindset, et finalement, genre, la collaboration ne peut pas être fructueuse juste à partir des attentes, tu vois. Parce que même si la stratégie est correctement déployée, pour l'entrepreneur, finalement, ça peut être un échec parce qu'il pense que dépenser 3 000 euros et gagner 50 000 euros, c'est pas normal, tu vois. Pour lui, dans sa tête, il doit dépenser 1 000 euros, tu vois. Donc, il y a une part d'éducation, en fait, où genre, si tu es une agence qui peut avoir du résultat, il faut aussi éduquer, genre sur quel type de résultat tu peux avoir, dans quel time frame, etc. Et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de gens peuvent être déçus des agences. Je sais pas ce que tu en penses de ce point-là. Je suis d'accord avec toi. De manière générale, je pense qu'on peut faire une liste de comment spotter les mauvaises agences. Enfin, de toute façon, je pense que directement on est d'accord là-dessus. Pour tous ceux qui nous écouteront ou nous regarderont, tant que vous n'avez pas un truc qui tourne et qui marche et que vous avez réussi à faire tout seul, c'est pas le moment pour une agence. Vous allez donner votre souveraineté, vous allez créer énormément d'insécurité. Et en plus de ça, vous n'êtes pas sûr d'avoir quelqu'un compétent en face vu que vous y pompez rien. Et les très très bons, de toute façon, ils vous veulent pas parce que vous n'êtes pas assez gros, donc vous ne leur rapportez pas assez d'argent. Comment on spot une mauvaise agence? Ils changent des trucs sans vous le dire. Moi, je me souviens d'une agence qui arrive sur notre compte pub et qui coupe toutes nos ads en disant ouais, on va refaire. Elles n'étaient pas bien. Je fais mais là, du coup, il y a quoi qui tourne? Ah bah plus rien. D'accord. Donc là, on n'a plus de lead. Oui, non, mais on va refaire. Vous allez refaire quand? Bah le temps de faire. Ah, t'as compris mon business model, toi ou... Et alors, en plus, sur cet exemple, pour rebondir sur cet exemple, ce qui est fou, c'est que, franchement, cette personne nous semblait vraiment bien C'est une personne avant qui a bonne de réputation, rentrer. hein. Ouais. Oui, mais il nous a collé un junior sur le dossier. Il nous a collé le stagiaire. Ensuite, on a eu une grosse agence qui avait pignon sur rue, hein, et qui en a fait un gros audit et qui nous a proposé de faire des ads qui disaient travaillez à la plage depuis votre ordinateur et soyez libre. On parle de ça, c'était en 2022 ou début 2023, je ne sais plus. Donc la promesse qu'ils nous proposaient, c'était pour vendre des PDF à 7 € en 2012. Donc visiblement, ils ont, je sais pas. Surtout qu'il n'y a pas de chat GPT à l'époque, donc ils n'ont même pas cette excuse, quoi. De ça a été fait par de la mauvaise IA. Qu'est-ce qu'on a eu encore comme truc drôle? Alors j'ai eu des agences pour faire des funnels qui, en gros, je me souviens de toute ma vie de celle-là. Il y en a une, on leur a donné tout le texte, hein. On leur a donné le texte de copywriting. On leur a dit globalement ce qu'on voulait, quoi.
toutes les phrases importantes, elles ont mis un tout petit cachet. Et les trucs en mage, c'était « Et donc, je vais vous dire, virgule ». Je pense que c'est l'information importante de ce paragraphe. Sérieux. Et je dis pas, tu vois, peut-être que nous, on communique mal, peut-être qu'on avait des efforts à faire de gestion, tu vois, de la relation à autrui, etc. Moi, vraiment, pendant très très longtemps, je me souviens d'un moment, je m'embrouille avec un freelance. Et c'était genre la 5e personne à qui ça partait un peu de façon virulente, tu vois, en un mois. Et je vais voir Félix, qui est donc aujourd'hui notre CEO, Félix Chassier. Et je lui dis, Félix, vraiment, je suis en train de me remettre en question. Est-ce que je suis caractériel? Est-ce que je suis tyrannique? Est-ce que j'ai un problème relationnel avec les autres? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je me remette en question là. Parce que c'est vraiment, ça pète avec tout le monde, quoi. Écoute, Jérémy, je crois pas. Et je lui montre les échanges. Et il me fait, non, red flag. Poubelle. Ces gens sont nuls, tu leur parles pas, en fait. Mais en fait, c'est ça. Plus je bosse avec des équipes, plus je bosse avec des agences, plus je bosse avec des freelances, plus du coup j'acquiers de l'expérience et plus je me rends compte que la plupart des gens se croient bons, mais en vrai, ils sont nuls, genre vraiment nuls. Et ça, je ne peux le voir que maintenant que je me crois bon, entre guillemets, tu vois. Peut-être que je suis nul par rapport à d'autres qui ont beaucoup plus d'expérience, tu vois, et diront, ouais, les autres sont nuls. Mais en tout cas, une caractéristique que j'ai et qui est super importante et que j'ai l'impression que presque personne n'a, c'est cette éthique de travail et de rendre un travail qui est qualitatif, où tu as mis du soin, tu vois, et où tu t'es vraiment intéressé à ton partenaire, à ton client. Ça, c'est ultra important. Et Non, mais le niveau, il est hier, bas. Le ouais, niveau est bas. Vraiment, le niveau général est bas. Et avant, tu vois, qu'on continue, depuis tout à l'heure, on bâche. Parce que c'est vrai qu'en fait, juste le niveau est bas. Et 99% des agences, en fait, sont nuls. Et sont nuls, ils vont vous faire perdre de l'argent. Mais on bosse avec ton agence, on est content. On bosse avec l'agence de Maxence Allègre sur Meta Ads, on est heureux. On bosse avec DAC, l'agence de Johan Elias sur Google Ads, on est très heureux. On bosse avec Nomoon, avec Gladys Soukiassian sur toute la partie vidéo, on est content. On bosse avec Endorphins sur toute la partie Instagram, on est content. Félix, on bosse aussi avec son agence, même si c'est aujourd'hui en partie lui qui est déployé chez nous, mais il y a aussi des gens de chez lui qui sont déployés chez nous. Il y a plein d'agences avec lesquelles on bosse et avec qui on est content. C'est juste qu'on a mis 5 ans à les trouver. Et que les gens qui nous écoutent vont se manger une liste d'attente de 12 mois et n'ont pas les moyens de les payer. C'est pour ça qu'il faut apprendre seul au début. ouais, clairement, clairement. Et en fait, le truc, c'est que au début, je le vois avec des clients là, si t'as pas les compétences de le faire toi-même ou que tu comprends pas, genre, comme tu disais, Jérémy, tu délègues la responsabilité à une autre personne. Et en fait, t'es juste pas capable de refaire les choses, de faire correctement les choses. Et attends, je sens que c'est pas clair ce que je dis. Je te donne un exemple concret. Il y a une boîte que j'accompagne qui fait là environ 70 000 € par mois. Cette boîte, du coup, ils ont démarré et ils ont rapidement fait 70 000 € par mois. Mais c'est pas parce qu'ils font de l'argent qu'ils sont bons en marketing. Genre, c'est deux choses totalement qui n'ont rien à voir. Il y a plein de gens qui sont très bons en produit et qui ont un super product market fit. Genre vraiment, c'est les bonnes personnes avec la bonne offre au bon moment face aux bonnes personnes. Tu vois. Mais tu peux quand même être nul en marketing. Oui, exactement. Et du coup, donc ces personnes, ils viennent nous voir et ils veulent scaler leur boîte. Et en fait, ils savent pas comment ils font cet argent. Genre, ils savent pas comment ils sont arrivés jusqu'ici. Mais aujourd'hui, du coup, vu qu'ils savent pas, bah, ils sont pas capables de reproduire des mois constants, tu vois. Un coup, ils font 70 000, un coup, genre, ils perdent de l'argent et c'est compliqué. Et en fait, le seul job que j'ai vraiment à faire, c'est de leur expliquer comment ils ont réussi à atteindre ce qu'ils ont fait, comment le systématiser, comment le reproduire. Mais pour ça, ça demande de monter en compétence. Mais si je pourrais les rendre dépendants à moi, mais je pense que c'est pas une bonne chose pour eux, tu vois. Et c'est là où je pense que travailler avec une agence trop early, c'est ne pas comprendre. Parce que si j'étais une mauvaise agence, je les rendrais dépendants. Je leur dirais ce qu'ils doivent faire sans qu'ils comprennent pourquoi ils le font. Et puis ensuite, je leur facturais ultra cher, tu vois. Genre, beaucoup plus cher que ce que je devrais, tu vois. Parce qu'ils ne comprennent pas, en fait.
J'ai même réflexe que toi. J'ai une personne que j'accompagne en stratégie et structuration actuellement en one-one. Spoiler, j'ai pas de place, hein, je prends 1 ou 2 personnes dans l'année. C'est pour jouer à côté de l'entreprise, quoi. C'est parce que j'aime bien et qu'il y a des défis stimulants. Je lui ai pas mis de clause qui fait qu'elle est obligée d'aller au bout de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'à chaque nouveau versement, elle peut décider qu'elle me lourde et c'est OK. Quand je lui propose des prestats, je lui en propose toujours plusieurs en lui expliquant où est-ce que je suis impliqué, lesquels font partie de notre écosystème d'entreprise, lesquels sont mes potes, lesquels j'aime pas, pour que la personne elle soit libre. Et chaque chose que je lui dis de faire, je lui explique pourquoi et je l'autorise à 100% à me remettre en question. Spoiler, quand vous êtes dans nos programmes, on est beaucoup plus cadré directif que ça parce que vous n'en êtes pas là et que vous en avez encore besoin. En fait, et tu me diras si tu es d'accord avec moi, plus une personne elle est débutante, plus, et ça va pas lui plaire, hein, faut lui dire ta gueule, fais ça. Quand elle est intermédiaire, c'est ta gueule produit ce résultat. Trouve la façon qui te convient. Je suis à ta dispo. Plus la personne elle a avancé, plus tu peux lui dire où est-ce que tu veux qu'on aille. Ok, pour aller là, il va falloir ça. Voici les 3 façons d'y aller. Laquelle est ta convenance? Mais en fait, quelqu'un qui débute, il n'est pas capable de produire ce genre de raisonnement et il est bullshité par ses propres peurs et ses propres incompétences. Comme nous, hein, tu vois, si demain je prends une agence ou un consultant, tu vois, qui est censé m'amener à, je sais pas, 25 millions, faut pas qu'il me pose la question de comment faire. Je vais amener mes peurs, je vais amener mes zones d'incompétence, je vais amener mes doutes. Et ça, il faut être assez avancé pour, et ça, il faut pouvoir payer la personne au bon prix pour, et la personne, donc, elle ne créera pas de dépendance, tu vois. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, ouais, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Et aujourd'hui, le challenge, en fait, c'est, je pense, pour la plupart des gens, et peut-être nous, à quelques reprises, c'est de se croire à un niveau et d'agir comme si on était à un niveau alors qu'on n'y est pas, tu vois. Je suis débutant, mais je veux quelqu'un qui me dise, voici 3 options, avec les avantages et inconvénients, trouve la manière pour toi et je te conseille, tu vois. Et en fait, généralement, ça marche pas de faire ça, tu vois. Genre, ça marche pas de faire vraiment du consulting sur un débutant. Il a besoin d'un coach qui va rentrer. Parce que quand en fait, le problème, c'est que tout le monde a été biberonné sur Internet à l'écologie interne. Oui, il faut que ça respecte mon alignement. Tu es débutant, tu n'as pas encore d'alignement. Tout est dur, tout te fait peur et tu es nul en tout. Y a pas de... En fait, si tu écoutes ton alignement, tu ne fais rien. Ton cerveau est programmé pour que tu restes en vie, que tu restes caché dans un buisson pour éviter un tigre à dents de sabre. Quand tu es débutant, l'alignement et la mission, pour moi, c'est des conneries. C'est mon opinion personnelle. Je ne veux pas non plus émettre de jugement, vous avez le droit de penser autrement. Moi, je pense ça. Plus tu avances, plus tu développes de compétences, plus tu sais te challenger, plus tu sais dépasser des trucs, plus tu sais que c'est plus un problème de capacité et de peur, mais de vraiment ce truc, non, j'ai pas envie de le faire, je me sens pas appelé par le faire. Je suis capable de le faire. Ça me demande pas tant d'énergie que ça de me faire violence. Mais vraiment, j'ai pas envie de faire ça, quoi. Et quand on arrive à ce niveau-là, là, c'est le niveau où tu bosses avec des agences, tu vois. Parce que moi, il y a pas longtemps, il y a une agence qui m'a dit: ouais, Jérémy, on devrait trop organiser pour toi un concours, un peu comme Fayumi à l'époque, mais un peu différemment, avec des influenceurs, tu vois. Tu rentres plus dans le domaine public. Non, mais ça marcherait bien. Oui, mais j'ai pas envie. Non, mais tu sais, on va t'aider à le faire. Non, mais je n'ai pas peur de le faire. Ça n'a pas l'air difficile. J'ai pas envie. Je veux pas être connu du grand public. Ça me saoule. Et je suis au niveau où je peux challenger les idées des agences, en fait. Quand tu es débutant, t'en sais rien. Ouais, mais ça vient de l'expérience, en fait. Genre, tu as expérimenté suffisamment de choses dans ce domaine-là du business, dans la notoriété, le fait, voilà, tu as expérimenté plein de stratégies et tout. Du coup, aujourd'hui, tu es capable de savoir ce qui va te remplir, respecter ton écologie, ce que tu veux, et savoir, et tu es capable aussi de savoir qu'est-ce que tu ne veux pas vraiment, tu vois. Mais au début, en vrai, quand on est un peu nul partout, bah, on a besoin un peu de, entre guillemets, de s'ouvrir à tout pour ensuite voir qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui ne nous correspond pas, mais s'ouvrir suffisamment, genre, c'est pas parce que j'ai fait une vidéo YouTube, j'ai bégayé que ça y est, genre, j'aime pas de créer du contenu, tu vois. Genre, limite, faudrait devenir bon partout pour ensuite avoir le luxe de choisir. Dans tous les cas, genre, tout est OK, mais j'ai vraiment beaucoup plus de facilité ou de kiff là-dedans, tu vois.
Et on en revient toujours à cette phrase que j'aime bien de la différence entre l'amateur et le professionnel. L'amateur fait ce qu'il aime, le professionnel fait ce qu'il faut. Mm. Et c'est pas agréable à entendre. Moi, il y a régulièrement des trucs qui me gonflent. C'est pas grave, je les fais quand même, parce que j'ai décidé, en conscience, de quel résultat je voulais obtenir. Et c'est à partir de là qu'on en déduit les actions nécessaires, donc j'essaye de maximiser le plaisir, mais je suis focus sur le résultat. Et le résultat, c'est pas un résultat financier. C'est quelle entreprise j'ai envie d'être demain? À quoi ressemble mon quotidien? Quel challenge je vis? À quel jeu je joue? En fonction de ça, on peut supposer des paliers financiers et surtout, on en déduit les actions nécessaires. Et ça, pareil, ça, Ouais. c'est un ping-pong avec une agence, tu vois? Mais si vous n'êtes pas capable d'avoir le recul et l'expérience de guider l'agence, autant qu'elle vous guide, pareil, ça vous n'avez pas rentabilisé la relation, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Mais en fait, le piège aussi, c'est que je pense que les agences, elles arrivent avec beaucoup de certitude et de croyance sur ce qui doit être fait pour réussir, tu vois. Genre souvent, il y a une méthodologie phare, tu vois, qui est mise en avant. Et parfois, c'est juste pas la bonne chose pour la personne, pour son niveau, tu vois. Genre, exemple, si tu prends une agence, je sais pas, pour créer des VSL, mais que t'as pas eu de clients, ou que juste, je sais pas, genre, ça marche pas par rapport à ta personnalité, genre, t'arrives pas à tourner la VSL ou quoi. Les agences qui se remettent pas en question, genre, je pense que qui restent sur leur méthodologie et tout, je pense que en fait, c'est pas une agence, c'est genre du fourre-tout à tout le monde, tu vois. Et à la fois, hein, nous, on est des passionnés d'Evergreen et de l'étiquette, on veut coller de l'Evergreen et de l'étiquette à tout le monde. Oui, à tout le monde. Et on est intimement persuadé que c'est la seule bonne chose à faire. Tu vois, donc, je dis toujours en rigolant, tu vois, tu demandes au plombier, c'est un problème de tuyau, tu demandes au boucher, c'est un problème d'entrecôte, tu demandes à Jérémy Exerus, c'est un problème de VSL à étiquette, tu vois, enfin, Ouais, c'est vrai. de toute façon, on est tous formatés sur un truc, tu vois, et on pense que c'est ça le bon. Et les agences comme nous, en fait, les agences autant que nous, je pense que c'est pour ça qu'il faut faire attention à challenger les idées de la personne en face. Elle va te dire, OK, moi, je pense que c'est ça, mais voici pourquoi je pense ça. Et en fait, le pourquoi je pense ça, tu as le droit de le mettre en question. Yes. Ouais, c'est ça. En fait, je trouve que la différence entre par rapport à ce que je vois, là, je parle vraiment de ce que je vois autour de moi, la différence entre une agence que je considère et une agence que je ne considère pas, c'est voici ce que je pense, mais ce n'est pas la vérité. Genre, voici ce que je pense dans ce contexte par rapport à ces éléments, ce que tu me dis et tout, par rapport à ta situation, ce que je perçois de quelles sont tes forces, tes faiblesses, ce que tu me dis que tu as déjà aimé par le passé, les actions que tu as entreprises, les actifs que tu as déjà dans ton entreprise. Par rapport à tout cet écosystème, voici ce que je perçois. Après, tu demandes à quelqu'un d'autre, il va percevoir autre chose, tu vois. Ça, pour moi, genre, c'est être une personne. Enfin, si une personne dit ça, ou à cette approche-là, pour moi, déjà, je vais l'écouter, tu vois. Genre, c'est un signe de qualité. Ouais, être capable d'avoir une thèse de travail, en fait. C'est j'ai basé mes actions, mes compétences et la façon dont je fais mon métier sur cette thèse de travail. Tu as le droit de remettre en question ma thèse et donc de ne pas travailler avec moi. Si tu travailles avec moi, on va travailler sur cette thèse. Est-ce que tu es OK? Oui, non. Et si c'est non, c'est très bien, tu vois, il y a aucun problème. Voici pourquoi Jérémy préfère les offres à étiquette. Voici pourquoi il préfère ensuite scaler les business en evergreen. Tu as le droit de vouloir faire autrement que moi, tu as le droit de penser différemment que moi. Je parlais il y a pas longtemps avec quelqu'un, tu vois, et je disais, les 5-day challenge, ça marche très, 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 très bien. Je trouve ça bien trop épuisant. Mais si tu as l'énergie et l'envie de le faire, voici les personnes avec qui travailler, tu vois. Et la personne m'a répondu, la personne qui enseigne ça m'a répondu, haha, merci pour la mention. De même que ton business où il n'y a jamais rien à optimiser, rien n'est jamais rien à changer et qui est lisse et stable toute l'année, moi je me ferais trop chier, tu vois. Mais en fait, ça c'est, on a chacun une thèse différente et on respecte chacun la thèse de l'autre. Il essaie pas de me convaincre de faire son truc. Moi, je le trouve trop fatigant. Je dis bon, je le trouve trop fatigant, il n'y a pas de problème, tu vois. Ouais, et ça, c'est par rapport à, encore une fois, on en revient à l'expérience et à se connaître, tu vois. Genre, tu sais que, tu sais et tu as testé par le passé que, en fait, genre, faire des événements, tu as besoin de repos après et ça te demande beaucoup d'énergie. Alors, un événement par jour pendant 5 jours, plus toute la préparation, pré-événement et post-événement,
Bon, bah laisse tomber, genre juste, c'est Non, trop mais je peux quoi. pas, moi. Moi, je passe de bonheur à burn-out une fois par semaine si tu me fais faire ça, hein. Non, c'est Ouais, c'est trop. ça. J'aimerais qu'on revienne sur les agences et je voulais avoir ton avis sur les notions de palier. Parce que je posais ça pour des contenus que je faisais l'autre jour et je le partageais à nos clients. Pour moi, 0 à 10K. Alors, je me dis K, mais en fait, ça peut être 3, 5, 7, on s'en fout, tu vois. Globalement, 0 à 10K. Tu lances des spaghettis au mur pour voir où ça colle. Un seul réseau social, une seule offre, organique. 10 à 50, tu mets en place le système pour commencer à accélérer avec une régie publicitaire. Pour la plupart des gens, Meta, c'est la plus simple. Il y a quelques exceptions. 50 à 100, tu accélères ce que tu es en train de faire et tu rajoutes à la rigueur du contenu organique long terme, YouTube, podcast. 100 à 200, tu dois diversifier l'organique et diversifier les régies publicitaires. Et pour moi, c'est entre 100 et 200. Sur les sujets qui commencent à tourner, qui sont relativement stables et qu'il faut juste, entre guillemets, accélérer, professionnaliser, c'est là où les agences sont les plus utiles. Ok, je suis d'accord avec ce que tu dis pour quelqu'un qui a ton profil, qui est fan du marketing. Mais pour quelqu'un qui déteste le marketing, genre qui est dans la niche de la nutrition ou quoi, et qui veut pas du tout avoir à toucher à ça. Genre, c'est quoi son parcours à lui? Genre, comment tu vois les choses? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un peu tard. Enfin, le temps d'arriver à 100K par mois, genre, il y a déjà énormément de choses à mettre en place pour une personne qui n'y pique Attention, rien. ça ne veut pas dire que tu fais tout seul jusqu'à 100K, hein. Avant ça, tu recrutes en interne des gens qui vont être responsables de trucs que toi, tu n'es pas forcément le meilleur pour faire. Mais je parle Ok. vraiment de passer par des agences externes qui vont être là pour scaler ces trucs-là et les gérer à ta place, tu vois. Genre, ils sortent de Oh, ton scope, tu vois. ok, ok, ok. Ouais, bah ouais. Dans ce cas, en fait, dans ce cas, à 100K par mois, je suis d'accord que pour tout le monde, genre, pour aller scaler, c'est important. Enfin, je pense que c'est la bonne chose à faire de prendre une agence qui aura d'autres clients, mais qui va vraiment faire un travail spécialisé sur une partie du business et qui va être managé du coup par les gens que tu as en interne. Ça, je pense que c'est super Exactement. important. Exactement. 0 à 10, tu fais tout seul. 10 à 50, c'est quand même toi qui as encore beaucoup les mains dedans, mais tu commences à te faire épauler. 50 à 100, tu recrutes des opérationnels avec un peu d'expertise sur les différents points où toi, tu n'es pas en kiff dessus. 100 à 200, ces personnes que tu as en interne vont travailler en direct avec les agences pour scaler ce que tu es en train de faire. Ouais. Bah, ça, tu vois, typiquement, c'est le chemin que je recommande à n'importe quelle personne et c'est aussi le chemin que je recommande à des freelances qui veulent se lancer, tu vois. Genre qui veulent se lancer et juste avoir un job qui leur permet d'être libre, de travailler en équipe, d'être épanoui, de grandir. Et en fait, le truc, c'est que aujourd'hui, genre, parce qu'on parle d'agence, mais on peut aussi parler de freelance, parce que quand une agence est trop chère, tu peux parfois te rabattre sur des freelances qui sont peut-être un peu moins chers, plus accessibles et tout. Mais en fait, ce que je vois des freelances, c'est que ils sont généralement moins bons, moins chers, euh, moins engagés, alors que s'il y a des freelances qui écoutent cette vidéo, en fait, genre vraiment, une boîte qui fait genre entre 10 et 50 000 par mois, elle a besoin d'une personne qui soit engagée, qui care, qui grandisse, qui apprenne. Et, euh, et c'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer dans la structure. Et pas juste en disant, parce que je vois beaucoup de gens, genre, ils disent ça, ah bah, genre, mettre un code dans le logiciel d'emailing. Ah bah non, c'est pas ma responsabilité. Moi, je fais les ads. Genre, moi, c'est que les ads. Je suis un freelance, je fais que les ads. Donc, je ne délivre pas plus que mes responsabilités, tu vois. Et en fait, ça, je pense que c'est à la fois un problème pour l'entrepreneur et c'est un problème pour le freelance qui va juste rester en mode freelance, payer au lance-pierre et surtout, il Savoir est. se rendre indispensable, savoir apporter de la Voilà, c'est valeur. ça. Toi comme moi, avec chaque client qu'on a eu en individuel en dehors de nos entreprises, sur notre niveau de compétence et le temps qu'on a loué à ce client, tout ce qu'il voulait, on lui donnait en fait. Il n'y a pas de non. C'est si je sais le faire et si tu me payes assez pour que je le fasse et si j'ai le temps avec toi de le faire, je le fais en fait. T'as même pas besoin de me demander d'ailleurs. Je vais le faire automatiquement.
Ah, mais on peut te demander ça? Non, mais c'est déjà fait, c'est bon. C'est comme ça que tu construis des relations de qualité sur le long terme. Ouais, exactement. Sinon, je trouve pas le mot, mais t'es dégageable, entre guillemets, tu vois, genre, par quelqu'un qui va juste Ouais, sinon, t'es un presse-bouton. capacité. Ouais, c'est C'est ça. un presse-bouton, en fait, entre l'intelligence artificielle, les pays offshore et la multiplicité d'offres sur le marché, t'es sur un siège éjectable, en fait. Et il n'y a rien qu'un truc, tu vois. Et ça, pour les agences, ça va être important aussi. Là, pour l'instant, c'est pas encore, mais on sent que ça arrive. Dans quelques mois, quelques années, je ne sais pas l'estimer, il n'y aura plus de barrière de la langue. Parce qu'on aura tous une traduction immédiate dans toutes les langues instantanée sur notre travail, grâce à l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire, c'est que vous aurez des concurrents infopreneurs de toute la planète, des concurrents coachs sur toute la planète, et des agences qui viennent dans toute la planète. Et croyez-moi, les agences françaises, quand il y a les Philippines, la Thaïlande, l'Amérique du Sud qui vont débarquer, et même l'Afrique aussi, qui vont débarquer ici, qu'il n'y aura plus aucune barrière de langue, et qu'ils n'ont pas les mêmes tarifs que vous, oh, vous allez prendre la fessée, ça va faire mal. Parce que dans toutes ces zones du monde où soit t'es bon, soit t'es mort, et malheureusement, c'est pas que professionnellement que je dis ça, bah en fait, il y a des talents extraordinaires qui prennent 10 fois moins cher que les agences françaises, par exemple, tu vois, et qui pour l'instant juste peuvent pas vous prendre vos clients parce qu'il y a la barrière de la langue. Quand ça va plus être le cas, ça va faire mal. Ouais. Et là, tu parles de produits et de livraison, tu vois, mais même au niveau du marketing, genre, nous, on a bossé avec des agences américaines. Et en fait, ils sont juste bons en marketing parce que leur produit est éclaté au sol. Vraiment, tu C'est une payes. folie, ça. Alors, pas tous, tu vois, mais on a quand même travaillé avec pas mal d'Américains très, très, très en vue ces dernières années. Il y en a quand même un ou deux où on s'est dit, OK, leur offre, c'est x5 à x10 de ce que nous, on facture en France. Et c'est éclaté par terre. Genre poubelle. En France, on aurait la direction des fraudes au cul si on vend un truc aussi nul. C'est ça. Donc, faudra pour les agences, je pense, devenir aussi meilleur en marketing et pas qu'en produit, mais aussi genre penser à un meilleur produit et un meilleur service qu'on peut offrir au monde. C'est pour ça qu'on dit que le niveau général, il est si bas. Si tu es en capacité de développer une personal brand, si tu es fort en marketing, et si tu sais délivrer correctement, et que tu as un peu d'éthique de travail, tu peux te propulser dans le top 10 de ton domaine en moins de 2 ans. C'est fascinant. Ouais, et je pense que ouais, moi j'aurais dit, si tu es capable d'apprendre à te remettre en question, d'être là quand c'est la merde, et de toujours surdélivrer, genre toujours avoir une éthique de travail, genre. Franchement, juste avoir une éthique de travail, tu es dans le top 0,1%, tu vois. Donc, juste ça. Alors, si tu ajoutes l'apprentissage, la création de la relation et être là quand c'est les moments de galère, c'est sûr que genre, tu deviens indispensable, en fait. Et pour plein de gens, puisque tout le monde est à la recherche de personnes sur lesquelles ils peuvent compter, en qui ils peuvent avoir confiance, Ouais. qui font ce qu'ils disent, qui disent ce qu'ils font, etc. Tu vois. Et nous, ça a toujours été notre force. Hein. C'est qu'en fait, moi, si je regarde, je passe pas tant d'heures que ça derrière l'ordi à taffer. Hein. Par contre, quand je tape, j'ai un niveau de focus. Ce qui doit être fait, c'est fait. Je le fais vite. J'essaie de le faire bien. Je fais pas les choses à moitié. Je me sors les doigts. Et en fait, vraiment, quand tu te bouges les fesses et que tu te secoues et que tu cherches vraiment à te remettre en question, à rester dans le top de ton domaine, faut pas tant d'heures que ça, tu vois. Si, quand tu commences à être dans les top 100, top 1000 mondiaux, tu vois. Là, ouais, en fait, juste les mecs qui bossent tous 16 heures par jour, les mecs et les nanas d'ailleurs, en fait, si tu bosses pas 16 heures, t'as aucune chance d'y être, tu vois. Mais si on prend un top 100 France ou Europe, agence, freelance, infopreneur, coach, formateur, ce que vous voulez, le niveau, il est pas si haut que ça, quoi. Ouais. Ouais, après, ça se joue à quel niveau après? Tu crois que c'est vraiment le temps de travail qui va déterminer, genre le centième du premier? Non. Ah non, 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 justement, c'est ce que je dis, tu vois. C'est sur les 100 premiers, ils bossent tous comme des oufs. Donc en fait, c'est juste, si toi tu bosses pas comme un ouf, tu seras en retard. T'as aucune chance d'y être. Ouais. Mais
Prends le tennis, tu vois, Nadal, Federer, Djokovic, ils s'entraînent tous comme des porcs. Tu vois, et ils ont tous du génie, ils ont tous un talent, et ils ont tous genre la grâce de Dieu, quoi. Ça se joue autre part. Ouais, clairement. Et il y a une grosse partie, je pense, si tu prends dans le tennis, genre dans le top 10, il me semble que ça se joue beaucoup dans la tête à ce niveau-là. Genre, il n'y a pas une énorme différence de niveau entre le premier et le 10e, quoi. Je sais qui on va inviter prochainement dans un épisode. On va inviter Pierre David de l'Académie de la Haute Performance, qui aide des entrepreneurs et des athlètes de très 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 haut niveau à performer. Et on va lui demander qu'est-ce qui se passe dans la tête des top performers et qu'est-ce qui différencie les meilleurs du monde, des meilleurs d'Europe, des meilleurs France et des amateurs. Et lui, il va nous le dire, en fait. Ouais, clairement, ça va être un trop bon sujet. Parce que moi, je suis vraiment curieux de savoir d'un homme d'expérience, tu vois, genre qui est vraiment sur le terrain et pas juste de la projection mentale. Ouais, je pense que c'est une... Je pense que si on veut vraiment parler de... Et c'est le but de ce podcast, tu vois, de la réalité des gens qui scale, de ce que c'est de chercher à être dans les meilleurs, de ce que c'est les top CEO, les top marketeurs, les top ci, les top ça, tu vois. Inviter les gens qui les coachent et qui les accompagnent en préparation mentale, en planification entre guillemets, d'entraînement, tu vois, même si on n'est pas dans le sport, on pourrait appeler ça autrement, mais les gens qui les accompagnent au quotidien, tu vois, les tops assistantes qui les aident et tout, et leur demander qu'est-ce qu'ils ont, ces gens, c'est quoi la réalité derrière, comment ils bossent, qu'est-ce qu'ils font et tout. Je pense que ça pourrait être hyper intéressant, tu vois, de rentrer dans la tête des meilleurs du monde par le prisme de ceux qui sont autour d'eux, tu vois. Comme toi, tu accompagnes des boîtes à scaler et tu es sûrement le meilleur du coup pour dire ce qu'ils ont, ces gens-là qui sont capables de faire ça, tu vois. Nous, avec KP, on a accompagné des centaines, presque milliers maintenant, je pense, de coachs et infopreneurs à se développer, tu vois. On peut parler d'eux. Tu vois, je pense que si tu veux savoir ce qui se passe dans la tête et dans la vie d'une personne, le mieux, c'est par le prisme des gens qui sont le plus proches de lui et qui l'aident dans les moments les plus durs, tu vois. Ouais, ça peut être rigolo, tu vois, d'inviter des gens comme ça pour venir en discuter avec nous. J'ai quelques noms en tête, là. Tellement, en vrai, je suis grave excité à cette idée-là, en plus, puisque top performer, il y a plusieurs domaines et on peut toujours le relier à nous, ce qui nous passionne, tu vois, et voir en fait les similitudes. Et je pense qu'on va beaucoup, je pense que ça va être fun. Et ce que les gens qui écoutent et qui regardent là se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Mais Xerius, c'est bon, on s'est compris là, parce que ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. On vient de rebooter la ligne éditoriale du podcast là en live. On vient de radicalement changer d'avis sur ce qu'on avait prévu de faire. Et visiblement, on est tombés tous les deux d'accord en se regardant, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ça que je kiffe. Et je pense que c'est peut-être pas un conseil de performance, tu vois, mais en tout cas de plaisir dans ce qu'on fait, tu vois, c'est de commencer quelque chose et de se laisser le choix de la forme que ça prend, tu vois. Et là, tu vois, ça va prendre cette forme. Et on est trop content. Enfin, perso, ça me dit grave. On va pouvoir apprendre des trucs, on va pouvoir inviter nos potes et on va pouvoir montrer au monde, entre guillemets, quelque part, quel est le secret pour comment on en est arrivé là ensemble, tu vois. Toi avec Williver, moi avec KP, mais nous ensemble dans notre partenariat et tout. Et ça tient beaucoup des gens avec qui on a travaillé, en fait. Trouver les bonnes personnes, nurturer la relation, la faire avancer, où est-ce qu'on se forme, comment est-ce qu'on réfléchit, etc. Et tu sais, j'ai toujours lu dans les livres, entourez-vous, la moyenne des 5 personnes, les meilleurs entrepreneurs du monde ne sont pas si intelligents, mais ils sont bien entourés. Je te dis, ok, d'accord, nique-toi, tu vois. Oui, je suis un peu vulgaire. Et plus j'avance, plus je me dis, ouais, mais en fait, si. C'est juste que il faut que tu arrives au stade où tu as l'effet de levier sur ces conversations. Aujourd'hui, une conversation, une décision peut me rapporter 1 à 5 millions de plus. Quand c'était 100 à 500 euros, ces conversations n'avaient pas de sens. Parce qu'elles ne me servaient à rien, en fait. Et aujourd'hui, il y a des conversations, tu vois, si demain tu me mets à côté de Warren Buffett, j'ai pas de levier sur ce qu'il sait. J'ai pas de levier sur son expérience. C'est probablement un des hommes les plus brillants de la planète. Je peux rien faire de ce qu'il a à me dire. Rien du tout. Et en fait, en fonction d'où t'en es, les bonnes conversations avec le bon effet de levier, c'est ça qui fait progresser, tu vois. C'est pour ça que au tout début, tu te formes, ensuite, tu
pour un programme de groupe. Ensuite, tu vas dans un mastermind. Ensuite, tu prends des agences. Ensuite, tu cherches les consultants, les mentors, les psys, les coachs. Et puis, à la fin, pour faire 1 milliard, à ce qui paraît, il faut prendre des plantes magiques en Amérique du Sud. J'y C'est suis ça. pas. J'y suis pas. Je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit. Le chemin logique. Mais ouais, en vrai, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ce que tu dis, c'est intéressant parce que moi, aujourd'hui, par exemple, je peux apporter de la valeur à des gens qui font déjà de l'argent, mais j'apporte absolument 0 valeur à des gens genre, qui font pas d'argent sur Internet. Je sais pas quoi leur dire, tu vois. Genre, ce que je vais leur dire, ça n'a pas de sens pour eux. Et au final, c'est ça. Genre, on a grandi en prenant à chaque fois genre, des mentors qui avaient la vision de ce qu'on voulait avoir pile au moment où on en avait besoin, quoi. Et on a eu ces discussions. Et aujourd'hui, ce que je vois aussi, je pense que ça peut être intéressant de le partager, c'est que avant, tu avais un réseau, mais tu pouvais rien en faire, entre guillemets, tu vois. C'est Aujourd'hui, tu as exactement un ça. réseau et ça te permet d'avoir de l'impact sur KP, sur les marques que tu développes, sur les revenus que tu vas développer, sur ton état d'esprit, sur comment tu te sens dans ta vie, sur ton couple, peut-être, ta vie de famille, je sais pas. Genre. Et du coup, tu as un réseau qui a 1000 fois plus de valeur, alors que potentiellement, tu avais le même. Imagine, tu avais le même il y a 5 ans, bah, il te servait à rien, entre guillemets, tu vois. Tu pouvais pas l'utiliser. Complètement. Et c'est pour ça qu'il faut commencer par apprendre à faire seul. Parce qu'il faut développer l'effet de levier de ces conversations-là. Mm. Et vraiment, plus tu avances, plus cette espèce de truc qui est quelque part un peu lunaire, tu vois. Je suis à une conversation d'1 million de plus. Et juste à la trouver. Mm. Ouais, ce que tu dis, ça me fait penser à. On est à 7 personnes de n'importe qui, tu sais. Je sais plus c'est quoi comme règle, mais. Ouais, c'est les 7 degrés de séparation. Mais avec Internet, c'est plus vrai. Je crois que c'est entre 3 et 4 maintenant. Ouais, c'est ouf. Ouais. Mais après, voilà, comme tu dis, genre, ça te sert à quoi d'accéder à Warren Buffett si aujourd'hui tu peux pas vraiment apprendre de lui? Et de la même façon, pour boucler notre sujet, si tu n'es pas encore assez avancé, les meilleures agences ne te servent à rien. Et de toute façon, tu n'y as pas accès. Donc, tu n'auras que des agences médiocres. Donc, tu vas droit dans le mur avec, tu vas juste perdre énormément d'argent. Et c'est foncièrement, c'est pas tellement la faute des agences, hein. C'est le système qui est ainsi fait. Les bonnes agences qui sont capables de scaler de l'infoprenariat et du coaching, il y en a peu, parce que c'est très spécifique. Et aujourd'hui, tu n'y as pas accès. Et à la rigueur, la seule erreur grave des autres agences, c'est de te dire oui quand elles devraient te dire non. Ouais. Donc, si tu es en phase de scaling, juste entoure-toi, je pense qu'entoure-toi de freelance qui vont être loyaux dans un premier temps. Fais-les monter en compétences. Fais en sorte qu'ils aient envie d'apprendre, de se challenger, qu'ils soient pas trop mauvais. Et ils seront capables, même s'ils sont mauvais, genre, dans un premier temps, ils seront capables de rectifier leurs erreurs s'ils ont le bon état d'esprit, tu vois, même s'ils font des erreurs. Mais en tout cas, le plus important, c'est d'apprendre à se former. Et ensuite, quand tu es dans les 100 cas par mois, là, tu peux peut-être prendre une agence pour un point précis que tu veux résoudre. Des agences qui Et sont ça, managées par des freelances. Et ça tombe bien, si tu n'en as pas encore là, viens nous voir. On a le réseau de produits, d'accompagnement, de tout ce qu'il faut pour former toi et tes équipes. C'est notre métier. CQFD. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin avant qu'on s'arrête? Parce que je pense qu'on a fait le tour du sujet. Ouais, bah, je pense que on a bien dégommé tous les bullshit avec notre brain. Donc, je suis content. T'as osé. 3 minutes de prison pour blague pourrie. Faut qu'ils nous connaissent, attends. On passe un bon Ouais. moment. Attends, ils n'ont pas encore vu la pub où je joue de la flûte. c'est vrai ça. Je sais pas quand quelle est-ce qu'elle sorte? sort, celle-là, on va bien rigoler. Merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces, de mettre 5 étoiles. Et surtout, écrivez-nous en commentaire Successful Scaling si vous avez écouté jusque-là. Merci et à très bientôt. N'oublie pas les 2 C à Successful. Merci, à bientôt.